Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un autre supplément de Warhammer que je viens de recevoir, donc j'en ai déjà parlé. Je me suis un peu... je pensais que je l'avais acheté, et en fait non. J'avais que le PDF, donc c'est l'occasion de revenir sur le guide du joueur pour les nains, que j'ai durement acquis enfin en ma possession. Donc on rappelle, Cubicle 7, pour une opération que j'estime profitable, à mon avis, a décidé de diviser les guides des elfes et les guides des nains entre deux livres. Un guide qui est basé pour les joueurs, donc le guide du joueur, et un guide plus généraliste sur le monde ou une zone spécifique, à la fois de l'Empire elfique et de l'Empire nain. En l'occurrence, donc... là, on commence, c'est le premier en fait de ces 4 livres. Il s'agit essentiellement de règles pour les joueurs nains. Alors c'est vrai que maintenant qu'on sait qu'il y a une 5e édition qui arrive, on peut regarder ça un petit peu en fronçant les sourcils, mais bon, l'idée encore une fois, c'est que la 5e édition, qui devrait être disponible en PDF dans pas trop longtemps, a priori, ils ont dit pour Noël, donc j'aurai peut-être plus de nouvelles d'ici là, j'en sais rien, va être rétrocompatible. Donc je pense qu'il y a beaucoup de règles qui sont proposées ici, que vous pouvez utiliser, mais on en vient toujours un petit peu au fait qu'il y a quand même beaucoup de choses. Quoique je dois dire quand même que là j'ai reçu la version évoluée d'Alien, qui est une version 1.5 pour aller très vite. Il n'y a pas tellement de changements au niveau des règles, et l'essentiel des changements, ça c'est très intelligent, j'espère qu'ils feront ça, est fait sur une page où on vous dit bah voilà ce qui a changé, ça a changé, ça vous devez utiliser, ça vous pouvez garder. Donc en fait ça permet d'avoir une très rapidement en fait quand on reprend un ouvrage précédent de savoir qu'est-ce qu'il y a à modifier, donc les règles de furtivité, j'en passe des meilleurs. Bon bah écoutez, on est parti. Après une très belle couverture, il y a une partie plastifiée de la couverture, pas que mat. Donc on a l'intérieur d'une forge naine. Hop. Et je crois que c'est la première fois qu'ils font ça, qu'ils mettent une illustration sur l'intérieur. Je peux me tromper. Donc on a un bouquin qui fait à peu près 130 pages, où on va très vite aller sur un aperçu donc des royaumes nains, avec leur histoire. Donc tout ça, évidemment, à mettre entre les mains de tous les joueurs, donc on connaît un peu l'histoire. Les nains vont être l'une des premières races qui va être créée, ils vont être guidés par 3 dieux qui sont Grugni, Valaya et le dieu... J'ai déjà un trou, c'est triste. En gros, Grimnir, pardon. Et donc ces dieux nains vont guider leur peuple pour construire 2 grandes cités, qui sont les Karaks. Les Karaks sont les villes naines, qui vont donner lieu à un immense empire qui sera Karaz encore. On a pas mal de notules en fait, puisque les nains sont répartis. Donc concrètement, on a les nains qui vivent dans le royaume, ce qu'il en reste, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont être perdues, qui sont les nains standards, qui vivent dans des Karaks. Ensuite, on a les nains impériaux qui, eux, vivent à la surface, donc qui vivent, en fait, qui sont mélangés avec l'Empire. Donc quand je dis empire, c'est empire humain, mais il y en a d'autres aussi, notamment il y a les nains du Nord, qui sont en fait les nains qui vivaient sur les terres norsques, notamment, qui ont subi et survécu, donc notamment la présence du chaos, mais aussi le fait que les humains sont devenus complètement dégénérés et se sont coupés en fait du reste du monde. Ils ont été récemment retrouvés par leurs cousins nains de Karak-Angor. Et ils ont des bonnes relations, mais ils refusent vraiment de suivre les dits du roi des nains, simplement. Mais ils restent encore à avoir de bonnes relations. Le premier Karak a été perdu, donc c'est une sorte de quête mystique aussi pour les nains d'essayer de le retrouver. On vous explique donc très rapidement que durant l'âge d'or des nains, il y a eu une sorte d'entourloupe qui a été faite par le futur chef donc c'est Malekith, donc le premier des elfes noirs, qui en gros va assassiner toute une congrégation de nains. Les nains vont aller se plaindre à Ultuan. À Ultuan, leurs émissaires vont se faire rironner et ils vont leur raser la barbe, ce qui va donner la guerre de la barbe, qui en gros va mettre en bisbille les elfes et les nains pendant plusieurs centaines d'années, qui va être un gros massacre, qui ne va évidemment faciliter la vie à personne, et qui va faire que concrètement, les nains vont décliner. Ils vont décliner à cause de plusieurs choses, notamment à cause des Skaven, qui vont organiser à Skaven Blight, ils vont créer un gros rituel, on dit rituel ou potentiellement foirade magique, qui va faire que certains des Karaks vont être complètement consumés, que les Skaven vont envahir partout, et après les Skaven, ça sera le tour des gobelins et des orques de pulluler.
Donc, résultat des courses, en fait, les nains vont être très très mal barrés. Il va y avoir des grands rois qui vont mourir, des princes qui vont être kidnappés. Ça va être un cauchemar. Cet âge va se terminer grâce à quelque chose d'assez étrange, mais plutôt cool en fait dans le background, c'est que l'un des derniers rois des nains, voyant que ça se passe mal, en fait va commencer à noter un peu l'évolution des humains, puisqu'il voit que les humains sont sortis de leur caverne, qui sont dépassés la préhistoire et qui commencent à s'allier commencent à se réunir sous forme de clans et se dire bah tiens en fait ces humains il faut qu'on vérifie un peu ce qu'ils peuvent faire, donc ils viennent leur filer de temps en temps des coups de main, ils viennent faire du commerce avec eux, les aider à construire leur cité pour que justement en faire potentiellement des alliés. Et sa méthode va payer, puisque en gros ce qui va se passer c'est que un jour l'un des rois des nains va être sauvé par Sigmar, donc qui est à ce moment-là juste un chef de clan qui essaie d'allier les autres clans humains entre eux, donc ça va être le début d'une très longue amitié, puisque les nains vont forger un marteau pour Sigmar, qui va devenir donc le Warhammer iconique du setting, qui va permettre en fait, les humains vont décider en fait en suivant les guides Sigmar, de devenir les alliés des nains, de les protéger, de les aider, et à l'inverse en fait les nains vont garder justement l'idée d'aider les humains autant qu'ils le peuvent. Ça va notamment ça va être très très important pour repousser les hordes de peau verte. On arrive ensuite à l'âge des héros, qui va être un peu le grand âge suivant l'arrivée de Sigmar, avec beaucoup d'illustres nains qui vont réussir à reprendre des caracs ou à les sauver des otages dans des caracs qui ont été infestés par des orques. Et en fait, au final, l'histoire des nains va suivre assez rapidement celle des humains, c'est-à-dire qu'on va avoir les invasions des orques, puis les invasions des vampires, pour arriver à la grande guerre contre le chaos, où au moment où en fait les nains voient arriver le champion du chaos qui déferle et qui se lève, ils vont se lier à nouveau, ils vont répondre à l'appel d'un jeune noble qui sera en fait je vais y arriver, qui sera le grand... qui sera Magnus le Pieux, donc le grand empereur qui va recoller les morceaux de l'Empire humain après le fait que les humains se sont un peu éparpillés avec plusieurs empereurs, un moment qui était pour les nains assez compliqué. Donc vous voyez, c'est assez parallèle en fait à l'histoire des humains, pour ensuite aussi reprendre des bonnes relations avec les elfes qui ramènent Teclis, notamment durant cette époque-là, pour former les magiciens de l'Empire des humains. On a une timeline qui est assez propre, qui est quand même qui fait plus de 2 pages. On vous donne quelques petites pistes pour savoir comment vous aventurer dans les royaumes nains, sachant que les nains sont assez consciencieux sur tout ce qui est administratif, notamment le fait qu'il faut, pour passer sur les terres nains, il faut généralement un droit de passage, si vous n'êtes pas nain. Comment ça se passe, que vous pouvez rencontrer, donc sur les terres, les rangers nains, les différents dangers qui peuvent arriver. Beaucoup de petites choses en fait pour vous aider vraiment à concevoir au moins des déplacements, voire une aventure sur les terres naines. Il n'y a pas encore trop de descriptions, ça viendra essentiellement dans le bouquin du MJ, d'un carac. C'est vraiment, je pense, la chose qui va vous intéresser, vous, en tant que MJ, pour concevoir des aventures. Là, on reste vraiment sur un livre d'options pour vous donner des éléments pour créer pour créer, grosso modo, un nain qui vivrait à Karaz encore, donc dans le royaume des nains. Il y a beaucoup de politique, parce que les nains vivent assez longtemps, qu'ils ont, comme je disais, des préceptes et des concepts très posés. Donc ça vient rentrer un peu là-dedans. On vous parle en fait des nains qui sont disposés ailleurs, donc les nains de Norsk, comme je disais. Les quelques points d'intérêt à l'ouest, qui sont un peu perdus, dans l'Empire évidemment, et à autre part. On fait très très peu mention des nains du chaos, je crois qu'il y a vraiment 1 ou 2 mentions, mais ça s'arrête là, puisqu'ils sont pas vraiment le cœur du livre. Et puis je pense que c'est pas vraiment ce dont les nains aiment parler entre eux. Ensuite, on a la création, comment apporter de la coloration à votre nain, les âges qu'ils ont, leur richesse, leurs compétences. C'est peut-être là où c'est vraiment intéressant en fait de commencer à lire entre les lignes, et qui sera rapporté plus tard. C'est que pour dépasser au début, quand je lisais le livre, je me disais bon voilà, ça va être encore du stéréotype, c'est les nains, ils boivent de la bière, ils font des blagues. Mais en fait, si vous commencez à lire entre les lignes, il y a des trucs assez intéressants, notamment sur le fait que c'est pas tellement que les nains sont avares, c'est qu'ils apprécient la réussite, et donc cette réussite peut prendre plusieurs formes, pas forcément sur la richesse, mais l'une d'entre elles, mais ça peut être aussi sur le fait de fabriquer une bonne bière, ou d'être justement le meilleur architecte du carac. Enfin, il y a plein de petites choses, mais il faut vraiment... pour moi, c'est un livre qui ne devient intéressant si
Si vous n'êtes pas intéressé par les règles, c'est pas une bonne idée, mais il y a quand même des perles, disons, qui peuvent rendre votre personnage plutôt intéressant, et bien sûr la manière dont vous allez créer des PNJ en fait pour votre campagne. Je ne sais pas si vous êtes maître du jeu. Ce sera un gros morceau, les clans des façonneurs de runes. Donc les runes sont la forme de magie des nains qui, je rappelle, sont résistants à la magie. Mais bon, ça c'est ok par contre. Ils ont un bricolage en fait qui leur a été enseigné par leur dieu ancestral pour pouvoir manipuler en fait les vents de magie et les graver dans des objets. Ça va être l'objet de beaucoup de règles, vous allez voir plus tard. Là on est encore sur vraiment les étapes de la vie chez un nain, les rituels mortuaires, et évidemment les rancunes qui sont au cœur du jeu. Donc le principe c'est que quand vous infligez un camouflet à un nain d'une manière ou d'une autre, il va le noter dans un livre de rancunes, et il va noter la date, qui a fait la rancune, et comment la satisfaire. Donc satisfaire la rancune n'est pas forcément une question de tuer quelqu'un, mais ça peut prendre beaucoup de temps, et généralement les nains ont la mémoire extrêmement longue, sachant qu'il y a plus différents livres qui existent avec différents types de rancunes. Il y a aussi des livres de dettes, puisque les nains sont près de leurs sous. Le livre des ancêtres, où on note en fait les exploits, ou au contraire l'infamie des nains qui nous ont procédé, puisque le culte des anciens est aussi extrêmement important parmi dans le royaume nain. On vous dit ce qu'ils mangent aussi, c'est toujours plutôt agréable. Il y a quand même 2 pages sur la bouffe, les règles de loi, ainsi qu'évidemment les crimes, la présence des tueurs, qui sont une manière de se racheter, et on arrive aux carrières, avec une grosse table de non-nains plutôt. Les nains ont trois noms, ils ont leur prénom, leur surnom et le nom de leur clan, donc ça fait qu'ils ont des noms assez longs en général, tripartites, différents caras qui peuvent être utilisés pour baser votre personnage, enfin pour donner une origine à votre personnage. Le nom Casalite, c'est assez marrant en fait, c'est que en fait on vous dit que les nains n'utilisent jamais Casalite en présence d'un étranger, et qu'ils se forcent à interagir et utiliser un langage que tout le monde comprend, qui sont extrêmement jaloux en fait de leur langue, et qui préfèrent, justement il n'y a pas de dictionnaire, il n'y a rien qui est écrit en fait sur la transition de la langue. Donc c'est assez marrant. Un petit glossaire, ça fait pas de mal, qui fait quand même 4 pages. Les origines, donc si vous connaissez les Warhammer V4, vous êtes en terrain connu, c'est le principe, c'est pour donner la coloration à votre personnage. Quand vous le créez, il a une origine, par exemple, naine, et là en fait, plutôt que vous dire ok, vous avez une origine naine, vous avez une origine qui est liée au carac où vous avez grandi. Donc c'est les différentes montagnes. Je vois qu'il y a quand même des trucs, c'est un peu dommage, mais j'ai l'impression que il y a des trucs qu'on sauté là, ça devrait être en gras, et il y a 2 trucs qui sont en caractères normaux. La police d'écriture a un peu sauté. Bon, c'est juste de la coloration, c'est pas non plus oufissime. On vous dit que vous pouvez jouer des vieux. C'est pas, contrairement aux elfes, en fait, le guide des elfes promet d'utiliser en fait de jouer des vieux elfes. Là, on vous dit vous pouvez le faire, mais c'est pas terrible de jouer des longues barbes, donc des vieux nains. C'est parce qu'ils sont assez puissants, et puis en général, ils ont pas trop envie de sortir de chez eux. Des nains en lustrie, des nains en mer, donc qui sont essentiellement des moyens de vous enticher pour vous dire vous devriez vraiment acheter Lustria, vous devrez vraiment acheter la mer des griffes. Bon, ok. Les carrières, donc encore une fois, ça sera un peu corrigé avec la V5, mais on rappelle que le niveau 1 propose 8 compétences dans la majorité des bouquins, dont celui-là, ça sera 10. Il y a aussi un peu les limites du système de Warhammer qui sont qu'en fait, au lieu de vous proposer des carrières, on vous propose des sortes de kits, comme dans Donjon 2, à savoir que si vous faites un ingénieur, vous prenez la classe du bouquin de base, mais à côté, vous avez des évolutions qui sont proposées par rapport au niveau. Donc je rappelle, généralement les carrières, il y a 4 niveaux. Le premier, donc 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, vous devenez vraiment balèze au niveau 3. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que plutôt qu'avoir une progression linéaire, vous pouvez, si vous le souhaitez, passer sur un élément un peu différent. Donc quand vous êtes techniquement un nain ingénieur, vous êtes nain ingénieur d'une école impériale de l'Empire. Mais là, vous pouvez être un nain ingénieur de la guilde des nains, ou un nain qui n'a pas réussi le concours d'entrée de l'école d'ingénieur des nains, donc il est paria, et éventuellement, vous pouvez être et ça, c'est à chaque fois, vous voyez, c'est pas une page complète, en fait, sur la description de classe, c'est juste un petit patch qui représente un certain niveau de la classe d'ingénieur. Il y a c'est essentiellement des colorations, en gros, jouer un avocat nain, ça peut paraître incongru de base, mais puisqu'ils ils ont des livres de guilde, des livres de dettes, ça, c'est pertinent et c'est coloré pour correspondre à la société des nains.
les mineurs, les messagers, les slayers, donc les tueurs nains, avec différentes colorations aussi pour les nains. Le grand débat à la con, qu'on s'en sortira jamais, à savoir est-ce que les tueurs nains portent de l'armure ou pas. Là, on vous dit non. Sauf que il y a des illustrations d'instant PNJ dans le compagnon du racornu qui porte une armure. Enfin bref, faites ce que vous voulez, hein, c'est en vrai. Donc différentes spécialisations de tueurs nains, pareil pour les soldats, selon l'arme qu'ils utilisent. C'est pas hyper intéressant, c'est vraiment de la coloration. Moi j'ai beaucoup aimé celle-là, par contre, les vraies carrières sont très sympas. Donc on a notamment le brasseur, qui pour moi est vraiment dans l'essence de Warhammer, à savoir que pour moi ça a plus de sens de jouer un brasseur, et je vois beaucoup plus d'aventures rigolotes que de jouer un tueur ou un super prêtre runesmith, qui fait des runes, je sais pas quoi. Le Doom Priest, donc ce sont les prêtres de Grimnir, si je dis pas, donc le dieu ancêtre de la guerre. Donc ils ont des prêtres, mais ils n'ont pas de pouvoir de prêtrise. Encore une fois, hein, tout ce qu'ils vont avoir, c'est les runes. Donc on va le voir, mais les runes sont découpées en types de runes. Donc il y a des runes de bataille, des runes de protection, et les différentes classes de prêtres n'ont pas accès à toutes. En fait, généralement, ils doivent se spécialiser pour en avoir en particulier. Les prêtres de forge, donc ils suivent Grugni, donc le forgeron. Les prêtres du foyer qui suivent Valaya, donc la déesse du foyer. Donc les marteleurs qui sont des gardes du corps nain, notamment des Tain, les Ironbreakers, donc qui étaient déjà présents, les combattants des tunnels qui étaient déjà présents dans un des compagnons, je crois, du racornu, encore une fois. On vous dit, utilisez cette version-là, qui est évidemment plus poussée. Les Rangers qui étaient aussi présents dans les archives de l'Empire, qui sont changés un petit peu pour la donne. Les Runescribes, donc qui sont pas des magiciens en soi, mais qui sont c'est des érudits, des nains. J'aime beaucoup l'illustration. Et le Runesmith, qui est évidemment le truc que tout le monde va vouloir jouer, à savoir vous êtes un forgeron qui fait des runes. Et le Thane, qui est l'équivalent du noble en fait, parce vous pouvez pas jouer de noble en fait nain, et c'est l'équivalent. Donc en fait vous êtes un chef de clan, voire plutôt un héritier, parce que si vous êtes vraiment chef de clan, je doute que vous sortiez de votre carac. Nouveaux talents, nouvelles compétences. Je vais pas revenir dessus. Le truc le plus, donc il y a des trucs assez rigolos, hein. Faire des grosses explosions, pouvoir à motif faire vomir rendre vos espèces d'armes à feu encore plus explosives, des trucs un peu rigolos. Beaucoup de trucs liés aux rancunes, qui deviennent des rancunes ancestrales, donc encore plus grosses. Le seul truc vraiment mécanique au niveau des compétences, c'est les runes. Donc en gros, vous avez une connaissance, il y a deux compétences. Il y a la connaissance des runes que tout le monde peut avoir, qui vous permet justement de connaître les runes qui pourraient être utilisées pour la forge, et ensuite il y a le runesmithing. Donc le runesmithing, c'est la forge des runes, qui est concrètement la compétence réservée aux forgerons de runes, aux graveurs de runes, qui elle peut induire du pouvoir dans vos runes. Il y a deux niveaux, il y a les runes de base et les runes de maître, qui ne peuvent être forgées que sur la Doom Anvil, donc sur une sorte d'enclume très spécifique, magique. C'est assez violent, et donc le talent, c'est Rune Magic, qui vous permet justement vraiment de forger les runes en tant que toi. Donc vous avez déjà bouffé 2 compétences, vous avez un talent, et potentiellement vous avez un 4e talent qui est quand vous devenez maître, pour forger des grandes runes en fait de pouvoir. Les rancunes, donc si vous voulez vraiment gérer par des règles le système des rancœurs, et pas juste faire quelque chose de plus libre. On peut avoir des runes qui s'activent sur tout le groupe, c'est possible aussi, et ça peut être assez rigolo si vous jouez un groupe de nains. Ensuite, toujours un grand moment, le matos, beaucoup de choses avec tout qui est précédé, c'est pas mal sur vraiment l'historique du matos, plutôt que juste vous balancer une liste d'équipements où on vous explique la culture et la tradition des nains pour forger des objets, l'ingénierie. Le gromril, donc qui est l'espèce de mithril en fait des nains qui rend en fait quasiment les armes et les armures indestructibles, qui leur donne des choses compétentes, mais le prix évidemment est explosé. Donc on part du principe que si une épée vaudrait une couronne d'or à acheter, minimum, et je dis un minimum, une épée en gros 1000 vous en demandera 128 couronnes d'or. Donc je rappelle, ça vous permet d'avoir des compétences supplémentaires, de la rendre beaucoup plus résistante. Évidemment, c'est extrêmement violent, mais vous pouvez être sûr que jamais, au grand jamais, des nains vont vous vendre ces objets-là, à moins que vous leur rendiez un grand service. Le matos, donc les armes de mêlée, les armes à distance, les armures naines, évidemment qui ne peuvent pas être utilisées par des humains, ils sont trop grands. Les objets ancestraux, donc notamment la fameuse
la fameuse enclume magique qui permet de forger des runes de pouvoir. L'artillerie, donc tout ce qu'il y a en termes de canons, d'explosifs, j'en passe et des meilleurs. Il y a quand même beaucoup de matos. Et les machines à vapeur, notamment donc avec il y a des foreuses et les fameux objets volants, donc le ballon qu'on va retrouver dans le dernier acte de la campagne impériale version V4, les gyroptères. Donc là on rentre. Pour moi, on commence à rentrer dans Warhammer, le jeu de figurines. Je vois pas trop, même si c'est très joli, c'est plutôt bien foutu. Je vais pas m'aventurer là-dessus. Les bateaux, c'est assez comique aussi. Hein. On rappelle que les nains sont pas très navigation, mais ça les a pas empêchés de créer des bateaux. Il y en a quand même. Vous avez quand même quasiment 6 pages sur les bateaux nains avec les sous-marins aussi. Ouais, ils ont des sous-marins. Pourquoi pas ? Après, ça fait vraiment un peu l'apanage du. Je sais pas. Je vois pas trop rentrer ça dans ma vision de Warhammer et comment je le ferai au quotidien. Les armes un peu uniques qu'ils connaissent, donc les armes runiques, très fortes. Barracool, que vous pouvez potentiellement trouver dans le deuxième acte de la campagne impériale. Brigandaz, donc qui est une grande pioche. Galmaraz, et ils sont sympas pour une fois, ils ont mis des spoilers. Ils ont dit attention, ça contient des spoilers pour la campagne impériale. Et d'autres objets, des haches, des marteaux, tout ce qu'on aime. Et enfin, donc le chapitre sur la forge et l'art de graver des runes. Donc c'est là où ça devient assez complexe, il y a beaucoup d'historique, et il y a beaucoup... créer une rune est assez complexe. La première, c'est qu'il y a la règle des 3, vous ne pouvez pas inscrire plus de 3 runes sur un objet, donc l'objet peut être une arme, un casque, un cax ou une armure. Il y a la règle de forme, donc c'est-à-dire que certaines runes ne peuvent être utilisées, donc une rune d'arme ne peut être utilisée que sur une arme, une rune de défense ne peut être utilisée que sur un casque ou sur une armure. Et la règle de fierté fait qu'en fait, si je dis pas de bêtises, on peut pas... je crois que c'est que certaines runes ou certains objets ne peuvent pas... je crois qu'en fait, si une rune a été forgée par un forgeron, elle acceptera pas d'avoir un autre objet près d'elle qui a été forgé par le même forgeron. Ce qui fait qu'elles vont s'annuler. Et il y a aussi une règle de c'est assez bizarre, et il y a aussi une règle de jalousie. Enfin, il y a plein de petits trucs qui rendent justement le truc assez rigolo, parce que en fait c'est plein d'espèces de règles complètement incongrues qui évidemment protègent d'un aspect mécanique pour éviter que vous soyez un méga gros bill avec 15 000 runes sur vous, mais aussi qui rentrent très bien en fait, je trouve, dans la conception qu'on peut faire de ces nains comme étant ce peuple secret, fier, parfois arrogant et doté un peu de son côté fantaisiste. Si vous ratez votre coup, les runes peuvent aussi avoir quelques défauts. Et en fait, on arrive sur la liste. Donc c'est essentiellement ça va être plus de. Donc il y a toujours un niveau à atteindre en fait en forge, et ça va être vous êtes plus rapide, vous êtes plus mal, vous cognez mieux, votre arme fait du feu. Et les master runes, c'est encore plus violent puisque ça vous permet d'éviter l'armure, de briser les objets, de briser les boucliers, les armes, voire quasiment de lancer un objet lancer votre arme qui revienne dans votre main. Donc ça va vraiment très très loin, et je pense pas, vu la difficulté et la complexité à la fois de forger, parce qu'il faut que vous preniez du temps aussi, donc ça vous prend des endeavors de forger tout ça, vous êtes vraiment pas rendu. Donc il y a les talismans aussi, vous pouvez juste mettre comme sur d'autres effets personnels, les protections sur les armures. Il y en a vraiment un paquet, c'est un peu bizarre, ouais. J'ai l'impression qu'ils ont encore... il y avait déjà ça dans le livre de base, ils ont oublié je sais pas si c'est fait exprès, mais ils ont oublié des illustrations de certaines runes, peut-être qu'ils n'avaient pas d'idée, ou qu'ils n'avaient pas le bouquin officiel. Et enfin, les Doom runes, donc c'est les runes les plus puissantes qui ne peuvent être forgées que sur une forge une enclume de Doom, donc du destin. C'est des effets en fait qui s'appliquent à tout le monde autour de vous. Donc il y en a que 3 en fait. Il y a celle de Valaya, celle de Grugni et celle de Grimnir qui vont déclencher, par exemple celle de Valaya. Ça fait que sur 25 mètres, tous les nains qui sont autour de vous vont être immunisés au test de peur. Donc ça va très très loin. Grugni, c'est que ça vous donne automatiquement plus 2 à toutes les armures qu'ils possèdent. Donc c'est extrêmement violent. Et celle de Grimnir, ça fait que en fait, quand elle est activée, ça balance des dégâts automatiquement sur tous les ennemis aux alentours.
Évidemment, c'est des runes qu'il faut activer, qui ne durent qu'un temps, mais ça reste extrêmement quand même puissant. Enfin, on arrive sur la divinité, donc les dieux ancestraux, la prêtrise, comment ça marche, ce qui était bien parce que c'était un peu les côtés pour l'instant, alors qu'on a quand même 3 classes sur les de prêtres, avec les descriptions, donc avec les icônes très sympas des principaux divinités, comment est-ce qu'elles sont adorées, où sont leurs temples, leurs lieux saints et leurs dits, donc leurs commandements, ce qui est plutôt sympa parce que c'est quelque chose qui est souvent un peu oublié pour les nains, et qui permet un peu de contrebalancer l'aspect qu'ils ont assez générique, je trouve, parce que leurs divinités sont assez chouettes et différentes de ce qu'on va avoir chez les humains notamment. Plus simple, certains diront, mais pas forcément moins intéressant. Et l'adoration des ancêtres. Et voilà, on a fait le tour. Donc c'était le guide du... Donc qu'en penser, hein, comme d'habitude, c'est très dur pour moi de vous donner un avis, ça reste des règles supplémentaires, il y a un peu de fluff, donc il y a un peu d'éléments qui peuvent vous aider à rendre votre personnage nain ou les PNJ nains plus intéressants, mais la grande question, encore une fois, c'est est-ce que vous en ferez usage? Toujours pareil, si vous faites une campagne qui implique les nains, que des nains, ou qui se passe sur les terres des nains, ça peut être intéressant. Mais sinon, très honnêtement, ça reste un bouquin d'options supplémentaires pour votre personnage. Alors oui, je sais qu'il y a les règles runiques, mais on va pas se mentir, est-ce que sur une campagne qui se passe au fin fond de Petzouille, du Reich, du Talabheim ou je sais pas où, vous allez vraiment vous embêter, vous allez vraiment faire un nain forgeron de runes qui dit attendez les gars, je reviens, je rentre dans ma cabane, je rentre dans mon carac pour aller forger la rune pour te donner plus 20 avec une liste de course, quoi. Non, ça me semble, enfin, en termes de background et puis surtout en termes de faisabilité, quoi, pour vos joueurs et vos histoires, je vois pas trop où ça va, donc les classes sont bien, hein, encore une fois, les carrières sont bien, mais moi je reste un peu échaudé sur le fait qu'il y a, maintenant il y a peut-être plus d'une centaine, voire quasiment 200 carrières qui existent sur la V4, la V5 arrive, et on n'a toujours pas un foutu livre qui résume toutes les carrières, parce que ça serait indispensable, et ça serait génial, et je suis sûr que ça se vendrait comme des petits pains, et ça permettrait justement de faire le personnage que vous voulez, avec la coloration que vous voulez, et ça serait très très bien. Et je trouve ça un peu dommage de devoir encore acheter un bouquin où la moitié du contenu, on va pas se mentir, vous n'allez pas l'utiliser, parce que justement, vous voulez faire un prêtre nain, et si vous voulez faire un prêtre nain, vous êtes obligé d'avoir ce bouquin-là, parce qu'on vous explique le monde, la religion des nains, et on vous donne toutes les options, comment ça marche, les livres, les règles sur les runes, et ça peut être intéressant pour votre personnage. Mais est-ce que je peux vous recommander un bouquin qui vaut quoi, $40, donc ça fait quoi? Ça fait 30 € à peu près, enfin moi je l'ai payé, je sais pas, 30-35. Je suis pas sûr. En tant que MJ, évidemment, je suis plus intéressé, et j'ai été plus intéressé dans la lecture par le guide pour les MJ. Après, ça reste à voir, c'est un livre d'options, comme il y en a beaucoup. Donjons et Dragons a fait tout son beurre là-dessus. Enfin, quelque part Vampire aussi, hein, donc vous êtes libre de votre choix, mais je suis pas transcendé. Dès que vous commencez à avoir juste un player's guide quelque part, moi ça me rafraîchit parce que je sais que ça va être que des règles, ça va être que des espèces de pouvoirs ou des trucs des options supplémentaires pour appâter le chaland, et pour moi c'est pas assez pour justifier l'achat à part la collection aiguë que j'ai. Mais bon, ceci est un autre débat. En tout cas voilà, c'est tout pour le guide du jour des nains, j'espère que ça vous a plu, et puis encore une fois, à très bientôt. Allez, salut!